Je vais inviter à prendre place nos derniers intervenants, Benoît Test et Benoît Martin, syndicalistes. Je sais pas, ils ne sont pas là au titre de leur confédération, mais on peut dire CGT et FSU. On va les interroger sur le mouvement social et la paix à partir de ce qu'ils ont pu entendre. Allez-y. Oui, merci pour l'invitation, pour cette initiative, pour ce marathon. Euh, on a commencé la journée beaucoup autour du préfixe alter, hein, alter, l'altérité. On a même parlé d'haltérophile, hein, et on a parlé d'altermondialisme aussi. Hein, ouais, c'est les autres, hein, respecter les autres, écouter les autres, connaître les autres, avoir le goût des autres. Moi, je vais partir d'un autre préfixe, le préfixe inter. Donc, ce qui peut se passer entre différentes composantes, voilà. Inter, comme par exemple interprofessionnel, hein. À la CGT, on est évidemment dans un syndicalisme interprofessionnel. C'est important d'avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble des professions pour pouvoir discuter avec le patronat, avec le gouvernement, pour pouvoir comment dire, ne pas s'enfermer dans un syndicalisme corporatiste, mais bien au contraire quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus universel, hein, et donc le syndicalisme interprofessionnel. Inter, c'est aussi intersyndical. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'intersyndical en 2023, hein, qui a conduit le mouvement contre la réforme des retraites. Moi, j'ai beaucoup apprécié cet intersyndical. Voilà, on est moins unis aujourd'hui, on n'est plus les 8 en même temps, c'est à géométrie variable. Avec FSI, on est presque toujours d'accord sur tout, hein. Avec Solidaire, on est assez raccord, mais après, selon les sujets, voilà, ça peut être différent. Mais cette même intersyndicale à 8, c'est celle-là aussi qui, en 2023, en 2022, 2023, 2024, a organisé des convois syndicaux vers l'Ukraine. Et donc, les 8 organisations syndicales françaises étaient d'accord pour, en 2022, amener des matériels de première nécessité. En 2023, c'était beaucoup de l'électroménager. En 2024, beaucoup des groupes électrogènes. Et ça, on l'a fait uni à 8 organisations syndicales pour soutenir la population ukrainienne qui subit l'agression russe voulue enfin, de l'armée russe voulue par Poutine. Voilà. Donc, inter, c'est également international, évidemment, hein, c'est là que je voulais en venir, en fait. Donc, l'internationalisme, alors pour la CGT, hein, voilà, on est né dans un creuset internationaliste, hein, du 19e siècle, hein. Ça a été dit également aujourd'hui, hein, on n'a pas besoin de tout réexpliquer, puisqu'on arrive en fin de journée et ça a déjà été dit, hein. Mais donc, comment dire, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Voilà, et c'est dans ce creuset qu'est née la CGT, avec une composante marxiste, une composante anarchiste également, hein. Les marxistes étaient surtout influents sur les fédérations de syndicats professionnels et les anarchistes surtout dans les bourses du travail, hein. Et tout cela a été unifié en 1895. Nous sommes en train de fêter les 130 ans de la CGT, hein. Et donc, c'est il y a 130 ans que toutes les fédérations professionnelles et toutes les bourses du travail de France ont créé la CGT. Et donc, l'internationalisme a porté la paix, hein, mais on sait ce que ça a donné en juillet et août 1914, hein, où l'idéal de paix s'est fracassé, hein, voilà, à la Première Guerre mondiale et à l'assassinat de Jaurès, et au fait qu'une majorité de la CGT est entrée dans l'Union sacrée, en fait, hein. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est pas toujours glorieux. Voilà. Et puis, également, l'internationalisme, bah voilà, on le pratique, on l'a pratiqué au sein de l'intersyndicale, intersyndi- l'international syndical rouge, hein, l'ISR, qui est devenu la FSM. La CGT a quitté la FSM. Maintenant, nous sommes présents à la fois dans la CES, hein, qui est née il y a 52 ans, 53 ans, hein, non, oui, enfin 52 ans. Et ça fait 27 ans que la CGT est entrée dans la CES, même si dès le début elle voulait y entrer, mais on s'était heurté au veto de Force ouvrière. Mais depuis, le monde a changé, le mur de Berlin est tombé, etc. La géopolitique a changé. Et donc, lorsque en 2006 a été créée au Congrès de Vienne la Confédération syndicale internationale, la CGT faisait partie des membres fondateurs. Alors aujourd'hui, le syndicalisme international, c'est quoi?
la CES, il y a en tout 94 confédérations de 42 pays. Hein, donc c'est plus que les 27 de l'Union européenne. Donc c'est bien une confédération européenne des syndicats qui en partie pèse sur les choix de l'Union européenne, mais en partie fait autre chose, parce que ce ne sont pas que des membres, que des confédérations de pays membres de l'Union européenne non plus. Et en tout, ça représente 45 millions de travailleurs, travailleuses, hein, d'affiliés au sein de la CES. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Et déjà, rien qu'au niveau sur le vieux continent, il faut déjà faire des efforts pour se comprendre les uns et les autres. Il y a des cultures syndicales différentes, hein, selon que l'on est latin, comme la CGT par exemple, on est plutôt une organisation syndicale latine. Voilà, mais on a aussi des nordistes, on a les Britanniques qui ont leurs particularités, les Allemands qui ont leurs particularités, et puis l'Est de l'Europe, pays qui sont entrés tardivement dans l'Union européenne, qui ont également des spécificités sur le syndicalisme qu'ils avaient connu avant l'effondrement de l'URSS. Hein. Donc voilà, déjà, rien que sur le vieux continent, on a des cultures syndicales différentes et ça demande là, du coup de l'altérité hein, et de la modestie et de l'humilité pour ne pas donner des leçons. La CGT a une certaine réputation une aptitude à mobiliser, mais on ne va pas donner enfin, les 600 000 syndiqués de la CGT ne vont pas donner des leçons aux 5 millions du DGB ou aux 5 millions des TOC hein, britanniques, hein, par exemple. Donc voilà, il faut se comprendre, se respecter, comprendre qu'il y a des natures de syndicalisme différents, mais essayer de peser malgré tout. Au niveau international, là, il y a 332 confédérations de 163 pays qui représentent 200 millions d'affiliés. Hein, donc c'est une force. Alors il n'y a pas les Chinois dedans, sinon ils auraient la majorité à eux tout seuls. Non. Voilà. D'ailleurs, quand on reçoit des délégations chinoises, on constate le fossé qu'il y a aussi sur la conception du syndicalisme. Par exemple, l'année dernière, on a reçu une délégation chinoise à Paris. On leur a expliqué, ils nous demandaient ce qu'on faisait en matière de formation. Alors, donc, nous, on nous a parlé de la formation syndicale. On forme les syndiqués, les militants, les militantes, etc., nos délégués, nos mandatés. Et eux nous ont expliqué que tout cela n'existait pas chez eux. Eux, ils ne forment pas des syndicalistes, ils forment les travailleurs et les travailleuses. Ils font de la formation professionnelle, c'est le rôle du syndicat. Donc ce sont des rôles totalement différents, des mondes syndicaux totalement différents. Mais ceci dit, on se rencontre, on se connaît, on se respecte, on respecte nos différences et on sait qu'on a des histoires très différentes, bien entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour la paix? Euh, voilà. Alors, j'ai parlé déjà des convois syndicaux pour l'Ukraine, mais il n'y a pas que ça par rapport à l'Ukraine. J'étais l'année dernière hein, pour la Confédération à une réunion, à une conférence qui a eu lieu à Lublin, en Pologne. C'est vers le sud-est de la Pologne, pas très loin de la frontière ukrainienne. Et nous avons rencontré beaucoup d'organisations syndicales européennes. On a rencontré la FPU et la KVPU, hein, qui sont les deux principales centrales syndicales ukrainiennes. Et on a discuté de l'après-guerre, comment on voyait l'après-guerre, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec eux, pour eux, et en termes de reconstruction, en termes de retrouver la démocratie en Ukraine. Il y a quand même des lois martiales, c'est la guerre, hein, donc il y a des lois martiales. Donc le code du travail est totalement vidé de son contenu hein, en Ukraine en ce moment. Hein. Et donc voilà, il se pose des questions là-dessus et également sur la future peut-être adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Et donc, le syndicalisme ukrainien pousse cette question-là et nous demande ce qu'on peut faire également pour les aider là-dessus. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui concernent la guerre et la paix. Par rapport à la Palestine, ce que l'on fait, la CGT fait partie des membres fondateurs comment dire, du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Donc, on participe à toutes les manifestations, à toutes les initiatives de ce collectif. Certaines organisations de la CGT, comme l'UD de Paris, hein, moi je suis à l'UD de Paris, mais je parle pour la Confédération aujourd'hui, mais l'UD de Paris et d'autres, et certaines fédérations de la CGT adhèrent à la campagne BDS, hein, c'est également concret. Voilà. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est il y a d'autres sujets, hein, parce qu'il y a quand même des dizaines, il y a plus de 40 conflits armés dans le monde en ce moment. Hein. Donc, je pense notamment à l'Afrique. Et on essaye également de ne pas oublier l'Afrique. Et on a des coopérations syndicales entre la CGT et plusieurs centrales, la plupart d'ailleurs africaines,
Voilà, pour également parler de cela. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a un autre sujet commémoratif cette année, c'est les 80 ans de Hiroshima, Nagasaki. Hein, c'était il y a 80 ans. Hein, c'était le 6 août et le 9 août 45. Et donc la CGT adhère à la campagne ICAN, hein, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, hein, c'est-à-dire cette campagne internationale pour abolir l'arme nucléaire. Et donc c'est très important également, hein, voilà, d'être présent sur cette question. Hein. On veut effectivement un monde débarrassé de l'arme nucléaire. C'est une campagne qui se mène. Il existe un traité d'interdiction des armes nucléaires qui est signé par la plupart des pays, sauf par la grande puissance nucléaire, etc. Donc il y a des rapports de force, mais voilà, on veut un monde sans armes nucléaires. Et en août prochain, bientôt, il y aura une délégation de la CGT et du mouvement de la paix qui seront reçus là-bas, au Japon, par nos homologues, par les organisations proches du mouvement de la paix et de la CGT, hein, pour participer à cette commémoration. La commémoration, c'est très important. On passe beaucoup de temps à faire des évocations historiques. Moi, je me souviens quand j'avais peut-être 30 ans, ça faisait pas très longtemps que j'étais à la CGT. Et la première fois que j'ai entendu parler de Sharon, pourquoi il y avait élu des cégétistes communistes tués à Sharon, eh bien, je découvrais en fait. Hein, c'est pas dans les livres, c'est pas dans le programme scolaire. Hein, et donc voilà, Sharon. Donc ça permet de parler de ce qui s'était passé le 17 octobre 61. Et donc ça permet de parler de la guerre d'Algérie, hein, dont mon père ne m'avait pas parlé. Il en parle maintenant parce il est membre de l'association des anciens appelés d'Algérie contre la guerre. Mais à cette époque-là, il y a 30 ans, mon père ne parlait pas de la guerre d'Algérie. Hein. Et donc, c'est par le syndicat que j'ai vu un petit peu de quoi il s'agissait, hein, cette guerre d'Algérie, hein, et donc le colonialisme, etc. Tout ça pour dire que quand on recrute de nouveaux syndicats, hein, de nouveaux camarades de la CGT, eh bien voilà, le fait d'entendre des moments commémoratifs, voilà, connaître un peu l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire de la répression, l'histoire du colonialisme, etc., etc., ça contribue, comment dire, à évoluer, à se politiser, à se conscientiser. Et donc, c'est aussi comme ça que l'on peut tenter, en tout cas essayer de construire voilà, une culture de paix. Hein. Et donc, je ne vais pas trop développer là-dessus parce que je crois que c'est surtout Benoît qui va insister là-dessus. Mais en tout cas, pour la CGT, la paix, c'est un principe, c'est le principe positif des rapports humains fondés sur la libre coopération de tous pour le bien commun. Et donc, chaque mot est pesé, évidemment, dans cette définition de la paix. Et donc, ça appelle évidemment à la coopération, voilà, à lancer des ponts vers les autres, d'être dans l'alter, mais également d'être dans l'inter, dans la solidarité internationale. Voilà un petit peu moi ce que je voulais dire. Je voudrais parler aussi du droit international, c'est important, l'OIT, ça n'a pas encore été évoqué aujourd'hui. Hein, l'Organisation internationale du travail est née en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et elle a eu une forme de renaissance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la déclaration de Philadelphie en 1944, qui faisait le lien entre la justice sociale et la paix. La justice sociale comme une condition de la paix. Hein. La justice permet la paix permet le progrès social, à l'inverse de ce qu'on connaît en ce moment avec la montée des extrêmes droites, où les fake news provoquent la peur et les préjugés, la haine, la division et la violence. Et pour finir, voilà, on est en lien avec pas mal d'organisations syndicales européennes, mais également mondiales, pour voir comment on combat ensemble la montée de l'extrême droite et comment on combat hein, cette illusion hein, selon laquelle l'extrême droite pourrait résoudre des problèmes, comme l'a fait Trump. Il a été aussi élu, Trump, parce que des ouvriers étaient mécontents de leur pouvoir d'achat. Hein. Il n'y a pas que des fachos qui ont voté Trump, il y a eu aussi des fâchés mécontents de leur pouvoir d'achat. Évidemment, Trump ne va rien faire en la matière. Mais voilà, donc il y a cette illusion, cette tromperie hein, de l'extrême droite sur les questions sociales. Ça aussi, nous le combattons. Voilà, merci pour votre écoute. Ah oui, donc il y a un petit bouquin qui vient de sortir que j'ai écrit. Hein, c'est une fiction politique. C'est très court, c'est une nouvelle. Ça se passe en 2045. Ça imagine un monde un peu différent en 2045, et un monde qui a changé. C'est une utopie, ce n'est pas une dystopie. Hein, j'ai choisi l'optimisme. Voilà, ça s'appelle Tous les quatre.
Alors, je vais enchaîner en m'inscrivant complètement dans les propos qui ont été tenus par Benoît, puisque vous savez par ailleurs qu'effectivement la CGT et la FSU partagent beaucoup, travaillent beaucoup en commun sur toutes les questions et essaient d'approfondir justement ce travail en commun pour se rapprocher et sur les enjeux internationaux comme sur les autres enjeux. Juste donc en essayant vraiment de ramasser mon propos, c'est sûr que ce n'est pas des enjeux au centre des discussions syndicales quotidiennes. Ça l'est trop peu d'ailleurs. Bien souvent, on ne discute pas assez de ces questions-là. Et du coup, j'en profite pour vous remercier de nous avoir invités à cette session, parce que l'enjeu de décrypter le monde, il est syndicalement aussi très important. C'est décrypter ce qui est en train de nous tomber sur le coin de la figure, tout simplement. Ce n'est pas des enjeux abstraits, ce n'est pas des réflexions qui seraient à part des réflexions syndicales. Les enjeux internationaux, les guerres, les menaces de guerre menacent directement les travailleurs, le monde du travail que nous essayons d'organiser. Et on sait que la guerre, c'est le malheur des peuples. Donc les enjeux de paix sont des enjeux qui sont au centre, qui devraient être au centre beaucoup plus des enjeux syndicaux, apportés syndicalement. Et deuxième chose, le chaos du monde tel qu'on l'a décrit depuis ce matin, euh, il a un effet aussi démobilisateur, au moins pour deux raisons. La première, c'est que les travailleurs ont le sentiment d'être dépassés par ces enjeux. Les accélérations que produit Trump notamment, ça crée des effets de sidération, de se dire finalement c'est les grands, les puissants qui discutent dans leur bureau et tout ça nous échappe complètement. Donc au final on ne peut pas peser dessus et donc finalement on n'a pas de pouvoir d'agir sur le politique. Et la deuxième raison c'est aussi que ça crée des possibilités de faire des formes de chantage en nous disant mais vous n'avez quand même pas revendiqué pour vos salaires, vous n'avez quand même pas revendiqué pour vos services publics, alors qu'il y a des enjeux colossaux, il faut réarmer par exemple, il faut consacrer des sommes colossales à la défense, à la sécurité du pays. Vous n'allez quand même pas revenir chouiner avec vos histoires de salaire, de retraite et je ne sais quoi encore. Et ça, c'est profond, et je le dis un peu de manière légère, hein, mais euh, bien sûr que ça pèse sur les esprits et ça pèse en vrai après sur la capacité de mobilisation des salariés. Et sur tout ce qu'on a dit depuis ce matin, moi je pense qu'on a collectivement, les politiques, les syndicats, les associations, une responsabilité collective à organiser, à décrypter, à faire partager les analyses, à les mettre en débat. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que la progression de l'extrême droite, effectivement, ça a été rappelé. C'est l'international de l'extrême droite. Et c'est un discours guerrier, agressif, masculiniste au demeurant, et tout ce qu'on a décrit depuis ce matin, qui porte la guerre, comme la nuée porte, comme l'orage, comme la nuée porte l'orage, voilà, dans des conditions un peu renouvelées. On voit bien qu'il y a un renouvellement de l'extrême droite et de sa capacité à communiquer, à s'étendre et à gagner aussi des pays, des électeurs, y compris parmi les salariés, beaucoup, parce qu'il y a une certaine atomisation aussi du monde du travail, parce qu'il y a une capacité de conviction aussi de l'extrême droite qui a beaucoup travaillé sur tout ça. Et ça c'est facteur effectivement de guerre, et c'est facteur de lourd danger en tout cas. Et c'est quand même très frappant dans la période, je n'ai pas le temps de développer, mais de la manière dont l'extrême droite retourne absolument à peu près tous les mots, toutes les grandes idées, qui viennent de nous, qui viennent de la gauche, qui viennent de ce qu'on a pu porter, la lutte contre l'antisémitisme, la laïcité. C'est J.D. Vance qui va à Munich pour dire nous sommes les défenseurs des libertés, des droits et des libertés. Enfin, sur tous les sujets, il y a une reprise à leur compte des grands concepts que nous avons pu porter. Et ça veut dire, bien sûr, ils sont dévoyés, hein, tout ça, je n'ai pas le temps de développer, mais ça veut dire qu'il y a un vrai projet de société à redévelopper. S'ils ont pu aussi facilement s'accaparer ces mots qui restent des mots et des idées que nous défendons, c'est qu'il y a derrière, de notre part, une carence sans doute à suffisamment porter en positif un projet de société. Parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, hein, l'extrême droite et Trump en particulier, mais les autres, c'est beaucoup renouvelé et c'est les anti-lumières. Ils en reviennent à une opposition au principe des Lumières,
encore plus qu'aux oppositions à l'État social, etc. C'est une réaction qui remonte très en arrière. De ce point de vue-là, effectivement, les syndicats, je reprends le propos qu'a tenu Benoît, les syndicats, en gros, ils n'ont jamais empêché les guerres véritablement. Enfin, après, il faudrait creuser cette affirmation. Mais 14, effectivement, c'est un moment dramatique. Et on voit que malgré la, la, la tentative hein, d'analyser les choses pour dire on doit éviter à tout prix de tomber dans la guerre, les logiques font que très rapidement, les enchaînements se font et on tombe, y compris la CGT, y compris les partis de gauche, tombent dans l'union sacrée, dans la logique de guerre, et on voit que ces logiques-là peuvent très vite nous emporter. En tout cas, c'est ça que nous dit 1914, c'est que les logiques de guerre peuvent très vite nous emporter, s'emballer. Et effectivement, parfois, enfin, voilà, on est face à ça. Par contre, évidemment aussi, ce qu'il faut voir, c'est tout ce que tu as dit aussi sur la justice sociale comme condition de la paix. Ça, les syndicats et les partis de gauche, etc., participent à la définition de ça. 45 notamment, hein, l'État social mis en place, c'est issu de cette réflexion dont nous sommes le creuset et qui font que ben, on met en place les conditions de la paix. Alors, c'est pas, effectivement, ça ne va pas non plus supprimer la guerre. 45, ce n'est pas un moment où les guerres s'arrêtent, mais il y a cette idée que la paix, c'est une question globale et la sécurité, c'est une question globale. Et donc, j'en viens juste à ce qu'on fait au niveau, alors peut-être sur deux choses, effectivement, l'Europe et l'éducation. Sur la question européenne, et justement en lien avec ce que je viens de dire, il y a des débats dans le mouvement syndical. Euh, je pensais, moi, qu'il serait plus âpre dans le mouvement syndical français. Il se trouve qu'il n'y a pas tellement de clivage. Il y a des débats, mais il n'y a pas tellement de clivage. Ils ne sont pas très durs en ce moment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des clivages au niveau européen, par exemple sur la question de condamner le réarmement, sur laquelle les syndicats, notamment des pays plus proches de la frontière russe, sont réticents, forcément, parce qu'il y a la question évidemment de la menace, et qui n'est pas une menace irréelle, hein, évidemment, et donc on a besoin de penser tout ça. Euh, et versus une opposition ferme à toute idée que la course au réarmement pourrait avoir une quelconque efficacité. Et ça, c'est plutôt ce que nous pensons, tout en faisant évidemment avec l'idée qu'il n'y a aucune naïveté à avoir. Mais l'idée selon laquelle il faudrait participer de cette course à la puissance et donc faire de l'Europe euh, un, un, autre impérialisme finalement, ou plusieurs petits impérialismes, mais à côté ou en plus de l'impérialisme états-unien, chinois, russe, etc., c'est à la fois absurde et inefficace. Absurde parce que c'est cette course à la puissance qui est génératrice de guerre, justement. Et puis inefficace parce que si, quand bien même on réarmerait, dans l'immédiat, les armes doivent être achetées aux États-Unis principalement, qui ont les boutons pour faire décoller les avions. Et donc, de toute façon, on reste sous une forme de dépendance à la technologie américaine. Donc, il y a de toute façon les conditions pour créer une force de sécurité européenne semblent complètement hors d'atteinte, en tout cas dans l'immédiat. Et donc, et surtout, soit on achète aux États-Unis, soit on produit en Europe à plus ou moins long terme. Et si on produit en Europe, ça veut dire qu'on crée les conditions de la guerre future parce qu'on sait que quand on fabrique des armes, on les utilise, on est amené à les utiliser, on a besoin même de les utiliser. Ça s'appelle le lobby militaro-industriel. Et évidemment, si on crée un lobby militaro-industriel en Europe, on est encore plus facteur de guerre, de nouveau, ici. Et juste là-dessus, nous, on reste attachés à ce que disait Jaurès, justement, dans une forme de nuance. Hein. Jaurès, c'est aussi l'idée qu'il faut tout faire pour favoriser la paix et tout faire vraiment sincèrement et donc éviter le surarmement pour éviter l'agressivité. Mais il dit ça en le contrebalançant hein, dans une forme de dialectique en disant il ne faut absolument pas être naïf et si jamais il y avait effectivement une agressivité en face d'un autre pays, il faut pouvoir lui répondre, il faut créer les conditions pour lui répondre. Mais ce n'est pas la même chose de se placer dans cette posture-là que d'avoir un postulat sur une course à l'armement. Et c'est ce que Jaurès essaie de dire dans l'armée nouvelle, et avec toute la réflexion sur justement c'est quoi une armée nouvelle, démocratique, etc. Au niveau de l'Europe, il y a des réflexions hein, sur
même la syndicalisation des soldats. Il y a en Belgique, par exemple, les soldats peuvent se syndiquer. C'est quoi une armée démocratique? Ce serait quoi exactement? La place des femmes aussi. Il y a beaucoup de réflexions dans l'armée ukrainienne aujourd'hui. Ça fait partie de la réflexion sur les droits des travailleurs, même si je fais que l'effleurer parce qu'elle est complexe. Mais voilà. Et en tout cas, il y a des petits désaccords donc en Europe avec les syndicats, mais il y a un accord pour dire ça ne peut pas se faire au détriment des budgets sociaux, des services publics. Alors, c'est un peu minimaliste, c'est la position de la CES. Elle dit le réarmement ne peut pas se faire au détriment des services publics, des budgets sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on condamne le réarmement. Voilà, tout le monde a bien compris que c'est un peu un truc Michel Michou. Et c'est pas un truc. Bon. Après, dans cette défense des services publics et des budgets sociaux, il y a quand même la vraie idée force. C'est pas juste de dire nous on veut une part du gâteau. La vraie idée force, c'est de dire si on détruit les services publics, on détruit justement aussi les capacités de défense. Parce que la défense, c'est global. Parce que la défense, c'est aussi se prémunir de cyberattaques. La guerre, elle est aussi informationnelle. Donc, on a besoin d'information, on a besoin de pluralisme, on a besoin d'éducation, on a besoin de pouvoir réagir à toute éventualité. Et on a surtout besoin de défendre un modèle social qui permet de savoir aussi pourquoi on se bat d'une certaine manière. En tout cas, le modèle social, il fait partie de la vitalité de la société. Et on voit aujourd'hui que réduire les budgets des services publics, ça contribue à la dureté, au contraire, de la société. Non seulement il y a moins d'accès aux services publics aujourd'hui en France, là, avec les budgets réduits, mais non seulement il y a moins d'accès, mais en plus, les accès sont encore plus difficiles pour les catégories les plus éloignées, les plus défavorisées. On fabrique des services publics qui n'arrivent plus à répondre à la demande de tout le monde. Et donc, pour y avoir accès, en fait, il faut avoir les codes, il faut avoir les bonnes informations. On le voit particulièrement en éducation. Les filières sélectives, les meilleures filières donnent lieu à du stress dans tous les sens parce que les parents mettent leurs gamins dans les bonnes écoles au bon moment, etc. Et tout ça, j'ai pas le temps de développer, mais tout ça, ça dessine une société où finalement l'extrême droite prospère sur fond de ressentiment. Et au final, on est là aussi dans une logique de guerre. Et donc, comme cette question est globale, évidemment, il faut la prendre globalement. Et donc, la question des services publics, notamment à l'échelle européenne, est posée. Alors, l'Europe, du coup, bon, j'ai pas la prétention de répondre à la question que faire de l'Europe. Mais effectivement, les débats depuis ce matin, l'Europe, ça a été l'austérité, ça a été le dumping social. Donc, globalement, c'est quand même pas un espace qui a permis justement de sortir par le haut de cette situation. Au contraire, hein, ça a plutôt été une manière d'encourager l'austérité, etc. Mais il y a quand même eu effectivement, à l'inverse, des choses qui se sont produites, notamment sur les droits des femmes. C'est ça aussi l'Europe. C'est le seul espace au monde où il y ait un espace de dialogue syndical entre partenaires sociaux au niveau supranational. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et donc, ça produit quand même des choses intéressantes. Effectivement, sur l'égalité femmes-hommes, il y a une directive sur la transparence salariale qu'on peut aller produire au patronat ou face à l'administration localement en France et où effectivement il y a une forme d'obligation qui vient de plus haut, qu'on a réussi à négocier plus haut et donc qui permet quand même de faire évoluer des choses. Même chose sur les salaires minima, c'est vraiment très très loin de ce qu'il faudrait, mais il y a des choses qui sont en cours de discussion, qui sont d'ailleurs rejetées plutôt par les pays nordiques au titre du fait que voilà, ils sont déjà beaucoup plus hauts et ils ne veulent pas d'immission dans les négos collectives. C'est le principe selon lequel ça regarde les partenaires sociaux et ça ne regarde pas le politique en général, ni l'Europe, ni leur propre État. Bon, donc c'est sûr que ça, c'est des cultures un peu différentes et qui rendent les choses difficiles. Et effectivement, on est, je pense, à la croisée des chemins sur cette question européenne. On voit effectivement, Marie-Christine l'a dit, d'une certaine manière, l'Union européenne, avec tous les paquets de déréglementation, là, supprimer les normes environnementales, dire qu'il faut réduire encore le périmètre des services publics pour réarmer, c'est presque du Musk light, quelque part. Hein. Ce n'est pas avec l'outrance de Musk, c'est beaucoup moins évidemment, mais ça s'apparente quand même à suivre la logique, là où il faudrait au contraire défendre un contre-modèle. Et puis, il y a tous les éléments de contre-modèle qu'on peut quand même voir poindre dans ce qui peut se passer. Moi, je pense par exemple, typiquement, l'Europe, il ne faut pas en attendre pour l'instant en tout cas, parce que sur l'austérité, sur le dumping social, c'est sans doute trop compliqué dans l'immédiat de faire évoluer les choses. Mais typiquement, il y a des choses qui pourraient être faites tout de suite au niveau européen.
Alors, on parlait de l'accord UE-Israël, effectivement, et toutes les choses qui pourraient être faites en termes y compris de sanctions. Je rejoins votre débat sur cet accord. Il y a typiquement des choses aussi qui pourraient être faites sur l'information. Je pense que ça, ça pourrait être le pluralisme dans les médias, par exemple. On voit que c'est un sujet aujourd'hui, une cause de progression de l'extrême droite, l'absence de pluralisme et la mainmise de l'extrême droite et des milliardaires d'extrême droite sur les médias. Ça, il pourrait y avoir peut-être de la réglementation européenne qu'on pourrait porter, qu'on pourrait pousser. Donc il y a des, entre guillemets, petits sujets qui pourraient exister. Dernière chose, effectivement, parce que je suis déjà trop long et puis j'ai pas. Voilà. L'éducation à la paix. La paix, c'est aussi effectivement un enjeu d'éducation, de culture globalement. On note, comme dans tous les domaines dans l'éducation, là aussi des signaux inquiétants. Et ça fait partie des enjeux syndicaux qu'on essaie de porter, notamment sur la sensibilisation de la jeunesse à ce qu'on appelle l'esprit de défense, mais c'est en donnant, alors c'est un rapport parlementaire de LR et du RN conjoint de deux députés qui pointait cette demande-là, donner plus de militarité à l'éducation morale et civique. Et donc on voit bien qu'on est dans cet esprit-là de mainmise de l'armée aussi sur un certain nombre d'enseignements, au moins en termes de contenu pédagogique. Il y a de plus en plus de diffusion de contenus qui viennent directement des armées, parce qu'évidemment, les profs sont vus comme ne faisant pas suffisamment la promotion des valeurs militaires. On voit qu'on prépare quand même les esprits à cette idée qu'il faut se préparer à la guerre. On a eu pendant les deux quinquennats Macron un espèce de serpent de mer autour du service national universel que Macron tenait absolument à réinstaurer, qui n'a pas pu faire pour l'instant en tout cas, même si c'est toujours dans les cartons, pour cause de problèmes budgétaires. Ça coûtait très très cher. Évidemment, l'armée n'a pas besoin et ne pourrait pas réabsorber aujourd'hui un service militaire au sens ancien du terme. Mais malgré tout, derrière cette volonté de faire un service national universel, il y a aussi cette idée d'embrigadement, de soumission de la jeunesse, et cette idée donc que ça doit se faire en dehors du cadre scolaire, qui lui est, nous semble-t-il, même s'il peut être amélioré, un cadre émancipateur. L'école, elle n'est pas là pour soumettre, elle n'est pas là pour bourrer les crânes. Elle est là au contraire pour créer des citoyens éclairés. Alors c'est jamais simple non plus, mais et ça suppose aussi beaucoup de travail. Mais c'est, je pense, ça qu'on doit porter. Il y a aussi des enjeux tout simplement à éduquer à ce que c'est le droit international, des éléments comme cela. Je termine juste parce que je suis prof d'histoire et donc je l'ai expérimenté moi-même. C'est des questions de long terme. Les programmes d'histoire, par exemple, ont été. Alors, il y a toujours des critiques sur les programmes, ils sont toujours trop lourds, etc. Mais avec le lycée Blanquer où le fait de découper entre des spécialités et ce qui est du tronc commun, ça a fait en sorte que il n'y a que dans les spécialités qu'on creuse véritablement des questions. Dans le tronc commun, on va rapidement et on va aux simplifications, très souvent. Donc ça a appauvri les choses. Et les simplifications, souvent, elles sont l'objet d'idéologie également. Et notamment, alors l'enseignement, ça a été beaucoup, je ne vais pas développer non plus, mais l'enseignement autour de la notion de totalitarisme, ça a été absolument ravageur. Non pas que la notion de totalitarisme ne soit pas intéressante, mais dans le cadre d'une telle simplification, ça a conduit en gros à raconter l'histoire selon laquelle il y avait eu des totalitarismes et puis après il y a les démocraties libérales qui ont gagné, point. Et c'est quand même un tout petit peu réducteur, notamment, et moi ça m'a marqué très souvent quand on fait référence à la participation des communistes à la résistance. Si on y fait référence comme ça, les élèves ne comprennent absolument plus. Ça n'est plus du tout dans leur code parce que on est en train de leur expliquer que des gens qu'ils avaient identifiés comme étant dans le même camp, les totalitaristes, résistent les uns par rapport aux autres. Donc là, ils ne comprennent plus rien. Et donc ça, c'est un enjeu. Alors je prends ce tout petit bout de la lorgnette, mais c'est un enjeu important de décryptage du monde, de complexité de l'histoire. Et là aussi, pas dans un but de bourrage de crâne, mais l'éducation à la paix, ça passe aussi par là, ça passe par le rappel de l'existence d'un droit international, du multilatéralisme, de l'éducation des élèves à ce que c'est que l'état de droit également. Ça se fait trop peu, du droit international, et puis former évidemment à l'information
et à la désinformation, parce que là aussi, c'est un enjeu majeur du monde qui vient, et c'est un enjeu majeur si on veut effectivement se battre pour la paix. Voilà. Il y a- ouais. Merci pour vos interventions. Elles tombent bien en clôture, mais peut-être des réactions? Pas de réaction? Non. Faut pas bouger avec moi, sinon je passe la parole tout de suite. Bon, quelqu'un crie dans la salle Erasmus. Ouais. Non, mais là, vous parlez entre vous. Donc, dans la salle, ils sont en train d'expliquer que le fait que l'on élimine Erasmus, qui était une arme de paix, enfin, entre guillemets, tout ça, un dispositif de paix, c'est pas innocent non plus. Bien, si, bien sûr. Donc, voilà. L'année dernière, on a eu des élections européennes. Il y a des sujets qui ont complètement échappé. On est à passer à côté de grands sujets sociaux qui se discutent au niveau de l'Union européenne, des directives, des projets de directives qui étaient en cours il y a un an, hein, alors que nous allions voter. Et donc, le débat était préempté enfin, l'instrumentalisation sur la Palestine, sur l'Ukraine et sur les immigrés ont empêché que dans le débat public, on parle du projet de directive sur le SMIC dans l'Union européenne. Ce n'est pas un SMIC unique, de valeur unique pour tous les pays. Hein. C'est que dans chaque pays existe un salaire minimum égal à 60% de la valeur médiane du salaire dans chacun des pays. Hein. Donc, c'est doté d'un salaire minimum chaque pays qui, pour l'instant, ça n'existe pas. Sur le devoir de vigilance également, hein, les multinationales, voilà, leurs responsabilités environnementales et sociales vis-à-vis de leurs fournisseurs et de leurs filiales dans le cadre du capitalisme mondialisé, ce n'est pas un petit sujet. Les travailleurs des plateformes également. Voilà des projets de directives qui existaient il y a un an, voilà, et le rapport de force sorti des urnes l'année dernière ne pèse pas voilà, dans le bon côté de la balance, bien entendu, vis-à-vis de ces enjeux sociaux. Et si on avait pu débattre de quelques-unes de ces questions de directives européennes sur les questions économiques et sociales et environnementales, certainement que le résultat des élections aurait été différent, je le pense. Hein. Et autre point, la France, depuis un an, est le second pays exportateur d'armes dans le monde. Hein. Et voilà, le premier, c'est les États-Unis, ensuite, c'est la France, et juste derrière, c'est la Russie. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est quand même un gros problème. À la CGT, on pense que pour l'instant, il faut une défense nationale, mais sauf que la plupart des armes fabriquées en France sont exportées, notamment vers l'Inde, qui aime beaucoup les rafales de M. Dassault, hein, et puis d'autres pays du Golfe, etc. Et donc, voilà, lorsque il y a une montée et voilà, un conflit armé qui se déclenche entre l'Inde et le Pakistan, par exemple, hein, voilà, il est probable que des armes fabriquées en France soient utilisées. Hein. Donc, il ne faut pas se rassurer à bon compte. Et ça pose des questions aussi. Bon, récemment, on a eu une victoire syndicale importante par rapport aux fonderies de Bretagne hein, qui devaient fermer. Et donc, après des années de lutte, on a obtenu à ce que la plupart des emplois soient maintenus. Mais la contrepartie, ça a été, vous n'allez plus fabriquer des pièces mécaniques pour l'industrie automobile, mais des obus. Hein. Et voilà. Et par contre, on a aussi nos camarades de chez Thales qui ont fait un tract récemment en disant on ne veut pas que nos armes aillent vers Israël. Et chez ST Microelectronics, hein, la CGT aussi a fait un tract en disant on ne veut pas que nos composants aillent vers Israël. Donc vous voyez, c'est voilà, la finalité du travail, pourquoi on travaille. C'est pas toujours évident de se dire voilà, on fabrique des armes, hein, pas plus que d'ailleurs on fabrique des poêles anti-adhésives, mais c'est un autre sujet. Hein. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, s'il faut de la reconversion, produire moins d'armes et notamment en exporter beaucoup moins, ça nécessite de la reconversion professionnelle et c'est un sujet grave, c'est très lourd. Voilà, il faut une éventuelle reconversion professionnelle ne peut se faire qu'en étant accompagné par une forte protection sociale. Et c'est pour ça qu'on porte, nous, à la CGT, une sécurité sociale professionnelle, pas seulement pour ces cas-là, hein, en général, ou d'autres appellent ça sécurité, emploi, formation.
Mais donc ne pas perdre son boulot, son salaire, ses acquis sociaux au moment d'une reconversion professionnelle et ne pas se retrouver au chômage. Et, voilà. Mais c'est une question importante, la question de l'armement en France, hein. Voilà, c'est un enjeu. Et syndicalement, c'est pas toujours facile à discuter, bien entendu, hein. Parfois, il y a des associations, il y a même dans ces associations, il peut y avoir des cégétistes, hein, qui viennent distribuer un tract à l'entrée d'une industrie d'armement, d'une usine d'armement. Et alors que la CGT de l'industrie ou les syndicats de l'usine ne sont pas au courant de ce tract qui va dire le tract arrêtez de produire des armes en culpabilisant les salariés, hein. Les responsables sont quand même ailleurs que chez les salariés. Enfin, Ouais, merci, merci Benoît. Je me suis personnellement servi d'ailleurs de la lettre des militants CG, enfin du syndicat CGT de Thales à la direction de Thales sur l'idée arrêter de collaborer avec le régime israélien. Je m'en suis servi pour écrire à la direction de l'entreprise Thales de ma ville, parce que pour un maire, ça peut être le même problème. On a une entreprise d'armement, c'est de l'emploi, etc. Et je pense que c'est important qu'on baisse pas les yeux aussi et qu'on soit en capacité de s'exprimer à chaque fois avec une forme d'éthique. C'est pas parce que enfin, les emplois sont pas neutres et sans faire culpabiliser les salariés, mais on pousse à travailler à des rapports éthiques à l'échelle internationale et puis aussi à des reconversions. Alors il y a Isabelle Laurent qui souhaitait intervenir. Ouais, je voudrais dire modestement, cette journée, je trouve que elle aborde quand même au fond une question transversale. C'est que l'extrême droite s'est constitué un corpus mondial, au plan mondial, un corpus idéologique, symbolique, politique, cohérent avec toutes ces voilà, et que la gauche mondiale, dans toutes ses formes, est en panne de ce corpus. Et quand Bertrand Badi a dit toutes les guerres coloniales ont été gagnées par les plus faibles, moi j'ai l'impression que les plus faibles, ils ont gagné aussi parce qu'ils étaient portés par une dynamique mondiale d'espoir, hein, et que peut-être aujourd'hui, bah, cette dynamique, elle est un petit peu à recomposer. La deuxième chose, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui a été en subliminal de la journée. Euh, Parfois, on entend à gauche, en France, je ne sais pas ailleurs, pour regagner les fâchés pas fachos, les fâchés pas fachos, il faut les prendre sur la question sociale, quitte à les prendre dans le sens du poil sur les questions de société. Et j'ai trouvé que précisément toute la journée nous a expliqué que bah, c'est allé à contrario de la façon opérationnelle. Par exemple, sur la sécurité, quand Bertrand Badi il dit penser la sécurité comme, structure, enfin, comme un pilier, c'est se mettre dans une logique de guerre, hein. Moi, je suis élue. Quand on pense programme municipal, on se dit il faut bien répondre aux questions d'insécurité, etc. Enfin, et du coup, je me dis est-ce que finalement, on rentre pas sur un terrain qui, de toute façon, c'est pas pour dire qu'il faut que ce soit la jungle, hein. Et d'ailleurs, je vais le dire derrière, est-ce que c'est pas une entrée qui est contre-productive alors que ce que vous dites, la CGT, dire le service public, défendre le service public, c'est défendre les droits, mais c'est défendre aussi une société du pas du tous contre tous. Et c'est ça la vraie logique de euh, voilà. Enfin, il y a des questions qui sont venues tout le temps, qu'on pourrait qualifier de wokistes, le féminisme, l'écologie, l'altérité, la diversité. Et pourtant, ce que j'ai entendu, c'est que c'est toutes ces composantes, hein, c'est des composantes pour vivre ensemble et pour avoir une autre vision de la société. Et du coup, je me dis, bah, finalement, ce corpus à reconstituer, est-ce qu'il n'est pas, non pas de penser les wokistes contre les sociaux, mais de voir, enfin, pour me faire comprendre de façon caricaturale, mais comment on en voit toute la cohérence. En fait, Isabelle a fait une synthèse. Merci Isabelle.